Mathieu Bock-Côté qui se joint à nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Régent Parent, je pense qu'un des problèmes avec justement la double nomination d'André Boisclair, on avait l'impression que ça avait été fait en catimini. Ça avait été mal fait, mal annoncé. Exactement. D'ailleurs, on avait bien pris soin de le cacher. J'entends les excuses ou tout au moins le retrait stratégique de la première ministre ce matin. Puis, il me semble que dans les dernières semaines, dans son 100 premiers jours, c'est le slogan qui tiendrait bien, c'est « En avant tout, on recule ». Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans voir le gouvernement reculer sur une annonce, une partie de programme. Puis quand je dis une semaine, quand c'est pas une journée, juste dans les 48 dernières heures, c'est assez effroyable. Et là, je rejoins Joanne Marcotte sur l'entourage de la première ministre. Ça paraît assez grave. Il me semble qu'elle est très mal conseillée dans le contexte actuel quand on voit les gaffes les unes après les autres sur lesquelles on est obligé de retraiter. Puis là-dessus, sur la nomination d'André Boisclair, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il me semble que assez rapidement, ne serait-ce que d'y avoir pensé 30 secondes, il fallait s'attendre à une ribambelle de plainte. Puis c'est vrai, toute catégorie confondue, je vous le confirme. J'ai rencontré du monde dans les 48 dernières heures. Et effectivement, les péquistes se cachent, puis les caquistes, puis les libéraux, ça lèche les babines. Situation surréaliste aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté. Lisiane Gagnon de la presse qui vole à la défense d'André Boisclair, alors que même les gens qui étaient d'allégeance péquiste critiquaient Boisclair. C'était quand même assez hallucinant. Je pense que personne ne remet en question sa capacité d'être un bon délégué général à New York, Mathieu Bock-Côté. Non, mais surtout pas. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe au Québec en ce moment. C'est-à-dire, peut-être était-ce une mauvaise idée de doubler ces nominations, mais en ce moment, on est en train de faire le procès même de l'idée même de nomination politique, par exemple. Or, pour un gouvernement, à moins de croire que les seules lois qui doivent prédominer sont celles de la bureaucratie, de l'espèce de l'avancement bureaucratique de chacun, un gouvernement qui s'installe a besoin de placer en différents endroits des personnes de confiance. Pourquoi? Parce que le gouvernement a une vision. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut infléchir l'orientation de la société. Alors là, le fait qu'on... N'oubliez pas que quand on a nommé Boisclair à New York, d'abord et avant tout, il y a eu des réactions. En ce moment, tout le monde se porte à sa défense en disant « New York, c'est bien, la haute fonction publique, ce n'était pas bien ». Mais quand on l'a nommé là, on a dit « encore une nomination politique ». Et j'espère que ceux qui sont si critiques que ça envers le gouvernement en ce moment seront aussi sévères envers toutes les nominations politiques que les libéraux ont pu faire en d'autres temps, mais aussi envers ce qui se passe à Ottawa. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a un rapport très sévère envers toutes les élites québécoises en ce moment. Mathieu Bock-Côté, infléchir le gouvernement, tout ça, une job de sous-ministre, une job de pousseux de crayon. Non. Ça, c'est mal comprendre, je crois, comment fonctionne l'État aujourd'hui. Un job de sous-ministre, c'est un job hautement politique dans nos sociétés. C'est le lieu de rencontre entre la fonction publique et le gouvernement. Et comme je dis, je comprends... mais prendre un ancien... Attention, il faut qu'elle soit indépendante. Oui. Prendre quelqu'un qui voulait être chef, premier ministre, qui était chef d'un parti, puis là, qui s'en va dans la haute fonction publique. Il y a des gens, justement, qui, eux autres, leur carrière, ils se voyaient dans la haute fonction publique, puis qui se font, excusez l'anglicisme, bypasser par ce gars-là qu'on a mis là pour leur remercier pour service rendu. Non, mais là, je ferai quelques nuances là-dessus. Je reviens juste sur l'idée de nomination politique sur un point assez important. Je dis pas nomination partisane au sens strict, mais quand, par exemple, on disait pourquoi a-t-on nommé un ancien chef du PQ comme délégué à New York? Et là, ce qu'on entend souvent, ce qu'on oublie de dire plutôt, c'est au gouvernement fédéral, par exemple, quand on a un ambassadeur à nommer à Washington, à Paris, à Londres, dans des endroits importants, on nomme quelqu'un qui a une capacité pas seulement administrative, mais politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas simplement de l'administratif. Une fois que c'est dit, la double nomination dans les circonstances pouvait être problématique, manifestement. Mais si on condamne l'idée même de nomination politique, quand un gouvernement s'installe et nomme à certains endroits des personnes de confiance, c'est pas seulement des nananes qu'il distribue, c'est parce que le gouvernement, c'est pas simplement une agence administrative. J'aimerais vous entendre, vous deux, le répondre à Mathieu Bock et premièrement Joanne. Bien, c'est pas ce qu'on fait. J'ai très peu entendu des critiques, moi, de la nomination d'André Boisclair comme délégué à New York. C'est comique, hein? On vit peut-être pas sur la même planète. J'ai pas... Tellement on reconnaît la capacité puis les qualifications de cet homme-là. Il n'est pas là, le problème. Il n'est pas là du tout. Le problème, c'est qu'il y a un appareil politique et il y a une fonction publique. Et la fonction publique se doit d'être... C'est sûr qu'il y a un relais, mais elle se doit d'être indifférente au parti politique qui est là. C'est sûr qu'elle doit recevoir des orientations et tout
tout ça. Mais de nommer en même temps, de fusionner en même temps une nomination politique et une nomination dans l'appareil de la fonction publique, je peux pas croire que c'est de respecter les institutions publiques. Ça, je peux pas croire ça. Régent Parent, est-ce qu'on l'avait nommé sous-ministre parce que c'était la meilleure personne ou c'était pour le remercier pour les services qu'il avait rendus? Moi, je l'ai vu plus comme un cadeau. Je nie pas ce que Mathieu Bock-Côté nous mentionne, qu'il appartient au gouvernement de faire certaines nominations politiques pour avoir des hommes et des femmes qui vont être, je dirais, dans sa vision, dans sa lignée, qui vont permettre finalement la réalisation de son projet. Je pense qu'effectivement, de ce côté-là, M. Bock-Côté a raison. Mais en même temps, c'est comme si on n'avait pas été en mesure d'y fournir un parachute doré quand il a quitté la vie politique. Là, on le nomme, puis là, moi, je suis pas aussi positif par rapport à la nomination comme délégué à la Maison du Québec. Je vous dirais que... Je vous dis même pas, parce que dans le contexte de où le Parti québécois se situait, quand on va chercher le lobbyiste en chef des gaz de schiste, il me semble qu'on est comme... Regardez, on est comme en rupture avec le discours qu'on avait précédemment, et fort probablement qu'il y a du monde à l'intérieur même du Parti québécois qui auront des réticences. Mais ceci dit, regardez, il est nommé là. Mais où je vais être d'accord avec Mme Marcotte, c'est que dans le fond, on n'a pas à y préparer une niche dorée maintenant. Déjà, en début de semaine, on s'insurgeait contre les parachutes dorés. Là, on est rendu qu'on va construire la niche avant même d'être parti. OK, j'aimerais vous entendre à la maison. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau recul du Parti québécois concernant la double nomination d'André Boisclair? Vous pouvez nous appeler au numéro qui apparaît à l'écran. On se reparle après la pause. Alors, on a Jean Roch au bout du fil concernant le recul, un autre du PQ. Jean Roch, on vous écoute, vous en pensez quoi? Oui, bonjour, M. Martineau. Oui, bonjour, M. Martineau. Je suis d'accord avec M. Parent, que je salue chaleureusement. À l'effet que, oui, c'est de l'avance et recul. Maintenant, je vais dire mon opinion assez rapidement, quoique clairement. Moi, je doute que cela ne vienne pas de Mme Marois, comme dans le cas de M. Breton. Alors, je pense qu'elle ne l'avouera jamais, mais ça va être ça. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, savoir, ce serait dans quelques jours ou quelques semaines d'apprendre ça a coûté combien pour bris de contrat. Parce que je vous rappellerai qu'en 2002, ils ont placé Claude Blanchette, son mari, à la direction de la SGF, sachant qu'il y aurait des élections en 2003. Et ça nous a coûté au moins 400 000 pour bris de contrat lorsque M. Blanchette a été congédié par les libéraux en 2003. Alors moi, je suis très, très déçu. Mais vous ne pensez pas que peut-être M. Boisclair a dit, écoutez, je recule, je refuse et c'est tout, là, je ne demanderai pas de l'argent pour bris de contrat? C'est sûr que je n'ai pas de preuves pour ça, mais je ne serais pas surpris que monsieur, puisqu'il y avait un contrat en bonne et due forme apparemment, qu'il ait exigé une certaine compensation pour renoncer. Merci beaucoup, Jean Roch. Jasmine, au bout du fil. Jasmine, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Jocelyne. Oui, Jocelyne, pardon. Vous en pensez quoi? C'est ça. J'en pense que je trouve... là, je suis ma retraite présentement, et puis je suis plus les informations au point de vue politique, tout ça, puis tout ce qui se passe. Je trouve que depuis que Mme Marois a été nommée premier ministre, le gouvernement, avec les animateurs de télévision, tout ce qui est fait, il invite des personnes. Présentement, j'ai entendu Mme Joanne, là, que tout ce qui se fait, c'est pareil comme si c'était tout... tout mauvais, on est trop négatif. Oui. Et puis moi, je trouve que l'information qui est donnée à la télévision, par tout et chacun, qui n'a absolument pas rapport, je ne sais pas pourquoi c'est invité, ça, dans les émissions. J'écoute, que ce soit dans n'importe quelle émission, j'écoute monsieur... Merci beaucoup, Jocelyne. Je pense qu'on a compris ce que vous vouliez dire. Mathieu Bock-Côté, ce que vous dites tantôt, là, ce que tu dis, c'est que finalement, autant on voit de la corruption partout dès qu'il y a un élu et un entrepreneur qui sont ensemble, autant on crie corruption, corruption, autant on crie aux nominations partisanes et politiques quand on fait seulement que mettre la bonne personne à la bonne place. C'est un peu ça. C'est qu'en ce moment, il y a un soupçon de corruption généralisée qui s'applique à l'ensemble de la classe politique. Et la moindre nomination, on a l'impression que c'est une nomination à la manière d'un ananas ou d'un cadeau qui est donné à un ami du pouvoir. Et on oublie que le propre du politique, le politique et la bureaucratie ou la fonction publique, c'est pas
pas la même chose. Et il est normal, je dirais, de nommer son monde dans des fonctions de responsabilité. Et deuxième chose qui m'apparaît importante, c'est cette espèce d'idée que toute la classe politique est composée de pachas qui s'engraissent aux frais des contribuables. Et ça me rappelle un événement. 1994-1995, quand le premier ministre Parizeau est élu, Jacques Parizeau est élu, il veut une résidence de fonction pour le premier ministre du Québec, ce qui est une chose fondamentale. Le premier ministre d'un État a besoin d'une résidence de fonction. Eh bien, on va dire quoi? On va surnommer ça l'Élisette, on s'en souvient. Ensuite, on va condamner l'idée qu'il y a une résidence de fonction. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué à l'époque. Il veut se faire payer des meubles aux frais des contribuables. Et vous noterez désormais aujourd'hui que l'idée même que nos hommes politiques ne vivent pas dans le plus complet dénuement, c'est vu comme avec une part de soupçon. Lorsqu'une délégation du Québec se rend dans un festival international, par exemple, on voudrait qu'ils dorment dans le Comfort Inn de la 3e couronne dans un auberge à puce. Et on a une espèce de mépris viscéral pour l'idée que les hommes politiques ils correspondent à une certaine fonction des institutions. Oui, je comprends, mais en même temps, Joanne, avant de passer la parole à Joanne, je suis allé, moi, vraiment où demeure le délégué général du Québec à New York. C'est un appartement magnifique dans un endroit extraordinaire. Vous savez qu'ils ont des cuisiniers 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Ils ne mettent même pas leur toast. Richard, je vous répondrai là-dessus. Juste une chose là-dessus. Même pas leur toast si on veut être aussi sévère envers le Québec là-dessus, je vous invite à inviter à la fermeture du service diplomatique canadien. Parce que le Québec a un service diplomatique minimal, et puis ça, on s'indigne dès qu'on voit ça. À Ottawa, les traitements sont 10 fois plus favorables, et là, on ne s'indigne jamais. La véritable aristocratie au Québec, au Canada, c'est à Ottawa. C'est pas au Québec, mais on est infiniment plus intransigeant envers le moindre soupçon de bonheur matériel à Québec qu'envers Ottawa. Joanne, c'est que le message en donnant là, des bretelles puis une ceinture à André Boisclair, c'est qu'on le protégeait alors que les gens, ces temps-ci, alors que la situation économique est difficile, les gens disent pourquoi on le protégerait? Lui, quel service a-t-il rendu tant que ça à la nation? C'est sûr, c'est sûr. C'est parce que le contexte s'y prête mal, c'est bien sûr. Mais Mathieu, il a raison. Mais j'ajouterais que ce qu'il perçoit, là, c'est pas juste envers la classe politique. On se méfie des gens qui sont très confortables dans la vie, que ce soit des politiciens, que ce soit des gens d'affaires, que ce soit des joueurs de hockey, Il n'y a personne qui mérite sa paye au Québec. C'est pas compliqué. Il n'y a personne qui mérite d'être confortable, d'être, je sais pas moi, de faire partie d'une certaine élite. Il n'y a personne qui mérite ça au Québec, selon la population. Ça aide pas. Ouais. C'est vrai que ça n'aide pas. Régent? Je suis content d'entendre Joanne Marcotte dire ça. J'espère qu'elle réalise que les fonctionnaires, puis les enseignants, puis le personnel du secteur public méritent leur paye. Mais, tout à fait. Je vais vous dire oui, sauf qu'à un moment donné, il faut avoir des priorités. Et c'est ça qu'on est incapable de faire au Québec. Et moi, les priorités, on peut se rejoindre, mais ce que je veux surtout dire, puis qui va dans cette vague, je pense qu'il faut donner les bonnes conditions à nos diplomates de carrière. Il faut donner les outils à celles et ceux qui travaillent pour l'État. En même temps, je pense qu'il faut vivre avec une certaine frugalité, si je peux m'exprimer ici. Dans un contexte où on demande à une population de vivre l'austérité, mais ça fait dur quand on graisse abondamment. Parce que, tu sais, on se comptera pas d'histoire, là. André Boisclair, il s'en tirait assez bien avec tout ce qu'on lui mettait entre les pattes, là. Délégué général, sous-ministre, une permanence à vie dans la fonction publique. Une pension éventuellement de la fonction publique, une pension de député. Je veux dire, c'est assez bien gâté son homme, là. Et fort probablement que ce qu'on a au Québec actuellement, c'est que les gens veulent voir la politique se matérialiser ou se faire autrement. Il y a tellement de cynisme à l'égard du politique qu'il y a des grosses responsabilités pour nos chefs actuellement. Jocelyne qui a appelé tantôt puis qui a dit que Joanne Marcotte, Jasmine qui a appelé tantôt... Moi, je trouvais que Régent Parent était plus négatif que moi en passant. Cette dame-là qui disait que Joanne Marcotte était tout le temps contre le PQ. Après la pause, on va parler des compressions de 400 millions de dollars annoncées par le PQ. Peut-être que Joanne va être contente. Peut-être qu'elle va féliciter le PQ après la pause. Alors, on parle des compressions annoncées de 400 millions de dollars. Jamais vu depuis 14 ans, il faut quand même le souligner. Mathieu Bock-Côté, tantôt, Régent Parent disant que ça aurait pu être annoncé ça, par le Parti libéral.
C'est-tu la preuve que maintenant, c'est plus le politique qui mène, ce sont les conditions économiques, et quel que soit le parti, il prendrait des décisions à peu près similaires parce que le réel commande ça? Ben voilà, je dirais le mot à peu près similaire, c'est-à-dire il y a des différences entre les partis, mais il y a une réalité qui s'appelle la dette au Québec. Il y a une réalité qui s'impose à tous les partis, sauf à Québec solidaire, je crois, qui vit de ce point de vue dans un univers parallèle. Mais pour ce qui est des partis de gouvernement qui ont une aspiration à gouverner quelque chose, eh bien, la question de la dette s'impose à tous et tous les partis, peu importe les promesses qu'ils peuvent formuler lorsqu'ils sont en campagne ou peu importe le discours qu'ils ont en opposition, sont pris avec cette même réalité. Et je dirais que c'est pas pour rien d'ailleurs que les progressistes, les gens plus à gauche, les sociodémocrates, ont souvent une attention à la question de du déficit ou de la dette, parce qu'ils savent bien que leurs propres ambitions sont freinées souvent par une dette qui occupe une part fondamentale dans les budgets de l'État. Alors je dirais que de ce point de vue, s'il y a un consensus national à avoir au Québec, c'est gauche comme droite devrait avoir ce souci fondamental de réduire la pesanteur de la dette qui réduit la souveraineté réelle du Québec. Ça, je note que c'est vrai partout en Occident, en Europe comme au Québec. Joanne, là, il y a des gens qui sont déçus, mais le problème, c'est qu'ils ont trop promis de choses pendant leur campagne électorale, le PQ. Regarde, par exemple, en culture, ils ont promis pour 88 millions de dollars là, de programmes et tout ça. Et là, les artistes disent, ben là, c'est absolument pas dans les crédits que vous avez annoncés. Il n'y a rien de ça là-dedans. Ils ont promis vraiment trop, là. Bien sûr, bien sûr. Puis on les croit. C'est ça le problème. Mais oui, à chaque fois, on les croit. Bien, c'est ça. On va-tu arrêter ça? Il faut se raisonner à quelque part, là. On a beau... C'est du pur électoralisme, du clientélisme, puis les gens les croient. Mais c'est ça. Ils subissent la dure épreuve de la réalité quand ils arrivent au pouvoir et puis ils n'ont pas le choix. Là, la question qui suit tout juste après, c'est OK, ça va être quoi les priorités? On en est là. C'est quoi les priorités? Parce qu'on ne peut pas donner tout à tout le monde. On ne peut pas donner tout à tout le monde. Oui, Régent Parent? Mais on est conscient là, que chacun des partis, que ce soit les libéraux, les péquistes ou les caquistes, font à peu près le même exercice en campagne électorale. J'aime bien le mot de Joanne Marcotte, là, le clientélisme. On fait du clientélisme électoral, on promet la mer à boire, et quand on arrive au pouvoir, on commence par dire que l'autre parti nous a laissés dans l'embarras. C'est épouvantable quand on regarde les chiffres. C'est à croire que le temps qu'ils sont dans l'opposition, puis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas en mesure de suivre le parti. Ça, c'est assez inquiétant. Et là, il faut... Moi, je pense que, ou carrément, tu as un programme, tu as une vision, tu veux la porter, tu fais des nominations politiques conséquentes de ta vision et tu dis ça va imposer comme vision, comme choix, tel aspect, si on veut se rendre jusque-là, puis êtes-vous prête ou pas prête? Mais, exemple, la taxe à santé. Quand le ministre Marceau nous est arrivé en début de mandat pour dire, bon, ben là, rétroactif, puis c'était clair, il fallait le comprendre pendant la campagne. Il l'expliquait pas pendant la campagne. On va abolir la taxe, mais après ça, finalement, on a reculé. Tu sais, c'est un autre des nombreux reculs du gouvernement. Mathieu, rapidement, on passe à notre sujet après. Je dirais le Parti québécois a rapidement gaspillé une partie de sa crédibilité par son espèce d'amateurisme terrifiant. Dans les premières semaines qui ont suivi la prise du pouvoir, il a rapidement gaspillé plusieurs cartouches importantes. Alors là, lorsqu'il veut engager des grandes mesures et ainsi de suite, disons qu'il part avec des jeunes prise ou deux contre lui. Je veux parler de Gilles Duceppe. Ça a l'air qu'il se lancerait peut-être en politique municipale aux côtés de Michael Applebaum en 2013. Joanne, ce genre de politicien professionnel-là, qui a fait sa job au fédéral, puis après ça, il a essayé au provincial, puis là, il essaye au municipal, puis là, après ça, ça va être quoi? Les cantonales, puis les régionales, puis tout ça. À un moment donné, c'est comme on dirait qu'ils cherchent une planque, ces politiciens-là, comme Denis Coderre, là, c'est fédéral, puis les va aller au municipal. Ça leur tente pas d'avoir une autre job que politicien professionnel. Non, mais Joanne... C'est très drôle. Mais c'est vraiment ça qu'on se dit. Mais moi, je serais pas fine, là. Les gens, ils peuvent-tu prendre une retraite à un moment donné? Ils peuvent-tu faire d'autres choses dans la vie, là? Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de faire de la politique. Ils ont-ils vraiment absolument besoin de ça? Il me semble qu'on devrait faire place à la relève à un moment donné. Je souhaite à Montréal une jeune relève. Écoute, je dirais... C'est qui? C'est Gilbert Rozon qui voulait se préparer, qui voulait quelque chose de neuf, même s'il est âgé, mais quelque chose de neuf. Quelqu'un qui vient d'un autre environnement, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a du pep, là. Quelqu'un qui nous ramènera pas dans des vieux discours. On peut-tu avoir ça de temps en temps? Monsieur Parent, vous avez pris votre retraite du milieu syndical, vous n'avez pas essayé de vous accrocher pour trouver un autre job dans le syndicalisme ailleurs. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez de ça, ce genre
Regardez, je me pince, je me suis pincé 2-3 fois parce que je pensais exactement la même chose, ou presque, à Joanne Marcotte. Ça fait que, je sais pas si c'est parce que je suis à Québec puis c'est dans l'air, mais je vous dirais essentiellement, il faut savoir à un moment donné sortir de la vie publique. Gilles Duceppe a fait, tant qu'à moi, c'est un homme d'une très grande valeur, qui a encore des choses à apporter à la société, mais pas nécessairement de la même façon. Puis dans un contexte comme celui-là, à un moment donné, de faire un pas de côté, de contribuer, je veux dire, au développement de la société d'une autre façon. Moi, je pense qu'on a besoin au Québec, effectivement, d'un certain renouvellement de la classe politique. Puis que ce soit à droite, à gauche, j'ai pas de problème. Regardez, je pense que dans une société, on peut pas tous penser à la même chose, puis on peut avoir des visions. Il s'agit que ces visions-là se frottent, puis on va construire de quoi de solide. Mais le monde, ils veulent voir un certain changement. On l'a vu d'ailleurs dans la dernière campagne, ça revenait régulièrement, la notion de changer le paysage. Pas juste de changer de parti, de changer le paysage. Mais là, le changement, c'est qu'on va prendre un tel, on va le mettre là, puis on va prendre un tel, puis on va le mettre là, puis ils vont changer du provincial au fédéral, au municipal. C'est ça le changement, Mathieu? C'est qu'on a une professionnalisation. Ça, c'est pas exclusif au Québec, notez bien. Il y a une professionnalisation de la politique partout en Occident depuis des années. Obama était devenu un politicien professionnel depuis plusieurs années avant d'arriver à la présidence. Romney en était un aussi assez tôt dans sa carrière. Il a fait des choses dans sa vie, mais ensuite il s'est engagé en politique. Mais Lucien Bouchard dit dans son dernier livre, Lettre à un jeune politicien, quelque chose d'assez important. Il dit, d'un côté, fais quelque chose de ta vie avant d'aller en politique. Donc, autrement dit, un homme qui ne serait que politique pendant toute sa vie, ça devient un politicien de carrière. De l'autre côté, un engagement politique ne peut pas être trop limité dans le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on s'engage là-dedans, on s'y engage pour un bon moment. Alors ça, je pense qu'il y a un jeu d'équilibre. Cela dit, pour ce qui est de Duceppe, je dirais soyons sévères avec lui, parce qu'effectivement, il a été chassé de la vie politique d'un coup sans s'y attendre lors des élections de 2011. Et là, il a cherché un endroit où se relancer. Peut-être est-ce que ce sera à Montréal. Donc soyons sévères envers lui, mais soyons aussi sévères, cela dit, envers Denis Coderre et soyons sévères envers les autres politiciens professionnels qui vont y aller. Parce que si on est sévère qu'envers un, encore une fois, je dirais qu'il y a un déséquilibre du jugement. Je pense que Joanne, vous êtes d'accord aussi. Le Coderre, c'est la même affaire. Il cherche une planche. Je dirais, si je peux me permettre, entre Coderre et Duceppe, c'est pas la même affaire. D'un côté, on a quand même un homme qui, avec ses défauts, a été chef d'État, et de l'autre, on a quelqu'un qui est une espèce d'échevin réincarné dans la postmodernité. Donc, de ce point de vue-là, si je peux me permettre, entre Duceppe et Coderre, c'est pas la même affaire. Joanne Marcotte, là, il a perdu le bloc sous Duceppe à la toute fin. Là, vraiment, c'était... Il a mangé une claque. Et comme disait Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Au palais, Richard Martineau va se lancer d'une nouvelle carrière. On s'en va à la pause tout de suite. On revient avec nos invités. Alors, c'est la guignolée des médias. Aujourd'hui, on essaie d'être généreux. Écoute, on a vu tantôt le monsieur qui a donné 20 000 $. Cet homme-là est un saint. Mais ça a l'air que, collectivement, les Québécois, on est cheap. C'est nous qui donnons presque le moins d'argent par personne au pays. On a un tableau ici, au point de vue des dons annuels moyens. En Alberta, 562 $ par personne par année. Mais ils ont plein d'argent, eux autres. Ils ont plein de cash. Ontario, 526. Île-du-Prince-Édouard, 479 $. Nunavut, le Nunavut est plus généreux que nous. 344 $ par personne et Québec, 208 $ par personne. Et après ça, à côté, c'est les heures en bénévolat. Donc, Québec, 208 $. Ça a l'air qu'on est des plus cheap. Joanne Marcotte, on a reçu sur notre page Facebook ce commentaire qui va vous faire sourire, je crois, Joanne, de Patrick Lem qui dit « Je trouve qu'on est le peuple le plus généreux en offrant des garderies à 7 $ et de l'aide sociale. On est généreux à notre manière. » Ce que Patrick dit, c'est qu'avec tout l'impôt et les taxes qu'on paye, on est généreux. On peut dire qu'on est généreux. Oui, mais là, on pourrait demander à Patrick, on est-tu généreux envers les bonnes personnes? C'est ça, là, notre système de redistribution de richesse qui est assuré par l'État distribue peu à beaucoup de monde, alors qu'il pourrait distribuer beaucoup
à peu de monde, à ceux qui en ont vraiment besoin. Il est là l'effet pervers de l'universalité. Mais c'est beau. Moi, je trouve la guignolée des médias, là, je trouve ça fantastique. Vraiment, ça ajoute aux options qu'on a. Je trouve ça beau, ça n'a pas de sens. Donc moi-même, j'encourage les gens. Là, ici, à TVA, il y a des paniers, là, on peut venir. Là, je trouve ça magique. Régent Parent, avant, il y avait l'Église. Ça, on donnait à l'Église et l'Église redistribuait l'argent aux pauvres de la paroisse. Maintenant, on donne à l'État. Puis on demande à l'État de redistribuer l'argent aux pauvres de la province. Malheureusement, des fois, l'État prend cet argent-là puis le donne à leurs amis, le donne à ci et ça, à des clientèles, etc. Il ne le donne pas nécessairement aux bonnes personnes, Régent. Bien, moi, M. Martineau, c'est toute une question. À savoir, est-ce qu'on doit être charitable? Est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de charité chrétienne? Tout le monde va être d'accord avec ça. Puis la guignolée des médias, dans le fond, il faudrait qu'il y ait la guignolée à tous les jours. Et fort probablement parce qu'on a moins cette culture, moins ces habitudes au Québec comparativement à nos compatriotes anglophones du reste du pays. Des fois, les chiffres peuvent nous apparaître trompeurs. Mais la vraie question dans tout ça, c'est quel État nous voulons? Quel modèle? Je veux dire, puis quand on parle, on paye des impôts, puis on redistribue, puis les mesures universelles. On a juste à regarder dans la période, le bilan libéral en termes de baisse d'impôts, où M. Vachon nous disait qu'il va vous en rester plus dans les poches. Ce que ça a eu comme effet, c'est qu'il en reste moins dans les poches des gens les plus démunis, c'est avec ces baisses d'impôts. Fait que ça n'a pas amélioré leur situation, parce que là, c'est toutes sortes de tarifications. Puis ça, c'est des chiffres à l'appui. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout vider ça aujourd'hui, mais je pense qu'il faut revenir toute la question de la fiscalité, de l'organisation sociale, où on s'en va, comment on s'en va. Je regarde Stiglitz que je vous citais la semaine dernière. Quand il parle, je veux dire, le prix de l'inégalité, mais on n'a pas la même inégalité que les Américains, mais un jour, on va finir par y arriver, puis on va en payer le prix. Ça fait que moi, je pense qu'il faut faire des choix collectifs conséquents. Mathieu, oui. Est-ce que l'État fait sa job? Bien, je crois parce que là, on dirait que l'État se désiste de certains... On n'a jamais vu autant d'organismes demander de l'argent aux gens. Pour le cancer, pour ci, pour ça, pour les pauvres, pour les aînés, pour ci, pour... On dirait que l'État, maintenant, s'en remet à la charité des individus. Je dirais qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a effectivement une question de culture, c'est-à-dire les pays de tradition catholique, normalement, valorisent davantage le rôle des institutions pour la justice sociale. Donc, effectivement, ici, c'était l'Église, ensuite, c'était l'État. Donc, et on remarquera d'ailleurs un indicateur parmi d'autres, c'est pas seulement celui de ce que les Québécois sont généreux, mais la misère relative. Or, la misère relative dans la société québécoise est beaucoup moins grande que dans le reste de l'Amérique du Nord. Et ça, on peut s'en féliciter, c'est-à-dire nos politiques sociales ont plein de choses qu'on peut leur reprocher, sont pas toujours efficaces, mais ici, un pauvre est moins pauvre qu'ailleurs. Et de ce point de vue, on peut dire, dans la mesure où la charité, c'est pas pour la classe moyenne, c'est pour les plus miséreux, eh bien, on peut se dire que tout ne fonctionne pas mal au Québec. Une fois que c'est dit, est-ce qu'on peut espérer une espèce de regain, de sursaut de générosité individuelle? Bien sûr. Puis on voit d'ailleurs que les causes se multiplient aujourd'hui. Hein. Les gens veulent moins donner dans le vide, ils veulent donner pour une cause en particulier. Ils veulent donner sur le cancer, ils veulent donner sur la culture, ils veulent donner... Donc, c'est bien qu'il y ait cette espèce de spécialisation de la charité, mais n'oublions jamais le fait qu'il y a des exigences plus larges de solidarité et de justice. Mais... Tout à fait. Joanne, ça sonne. Il y a un téléphone qui sonne ici. C'est pas le mien, c'est celui de Mathieu. Vous gagnez un abonnement. Alors, Joanne, est-ce que l'État fait sa job? Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup de balles, d'événements pour ramasser de l'argent. On dirait que maintenant, on se fie sur ces organismes-là pour ramasser de l'argent. Et l'État, peut-être, donne de l'argent, mais il ne le donne pas à la bonne place. Non, c'est ça. L'État donne de l'argent, mais il donne pas... L'État devrait vraiment voir à redistribuer mieux ce qu'on lui confie. Mais il reste qu'on se méfie aussi des philanthropes. Je me souviens, si on encourageait plus aussi tout ça, il n'y a pas beaucoup de générations de Canadiens français ou de francophones ou de Québécois qui sont indépendants de fortune. Là. On se méfie beaucoup là, de la philanthropie. Là. Quand il y a une fondation qui veut donner à une université, on dit non, il ne faut pas qu'il se mêle des programmes d'université. Quand il y a même un athlète qui est financé ou qui est appuyé par Coke, par exemple, et tabarouette, non, on est en train de marchandiser le sport. Tu sais, à quelque part, là, il faut aussi être ouvert aux fondations et tout ça. Moins se méfier aussi de ces élans-là. André Chagnon, qui finançait une activité ou des activités contre le décrochage pour la persévérance scolaire. Et non, c'était pas son rôle. Tu sais, à un moment donné, là... il fait ça pour moins payer d'impôts. Mais oui, là... On s'en va tout de suite à la pause. On reprend la conversation.
Mathieu Bock-Côté, c'est vrai que dès que soudainement, je ne sais pas, il y a une entreprise qui donne de l'argent, on dit ils veulent se faire un nom, ils veulent se faire connaître, moins payer d'impôts, blablabla. Oui, bien, il y a une espèce de soupçon dans notre société. Hein. C'est celui qui fait quelque chose est nécessairement coupable d'une intention malveillante. Alors, on dit ça des syndicats, on dit ça de l'entreprise, on dit ça du philanthrope comme on dit ça de l'État, et on est incapable. Évidemment qu'il y a une part d'intérêt personnel dans toute action. Je veux dire, les êtres humains sont ce qu'ils sont des individus avec des intérêts singuliers. Mais on devrait cesser, je crois, cette culture du soupçon généralisé qui fait en sorte qu'on est incapable de croire qu'il y a dans certaines actions philanthropiques une véritable bonne intention, une véritable bonne action. Bien, ça se peut-tu, Joanne, que ça soit notre religion? Les catholiques, quand on le dit, là, les catholiques, Dieu veut pas que tu fasses de l'argent. Si tu fais de l'argent, tu es une mauvaise personne, tu n'iras pas au paradis. C'est ça le catholicisme. Les protestants, au contraire, Dieu veut que tu fasses de l'argent. Et les protestants qui font de l'argent sont portés justement à aider davantage les gens autour. Il y a quelque chose de religieux là-dedans. Là. Je pense que oui. Je ne suis pas sociologue, là, mais je pense que oui, on est teinté vraiment de notre héritage catholique. Puis oui, les anglophones protestants, par exemple, ils ont non seulement le devoir d'acquérir la richesse, mais de la redonner aussi. Ils ont le devoir de contribuer à leur communauté. Ils ont le devoir d'aider autour d'eux. Et puis, c'est très, très bien vu dans leur parcours de vie. C'est prévu qu'ils aient un moment donné où ils doivent redonner. Donc, puis redonner personnellement, individuellement, contribuer à des causes individuellement. Mais Jean Parent. Bien, moi, je pense que M. Martineau mettiez le doigt sur... D'abord, vous dire, on ne peut pas en vouloir à personne de vouloir aider ou faire le bien. Il me semble que ça, en partant, on devrait, au moins, puis je vais rejoindre autant Joanne Marcotte que Mathieu Bock-Côté, là, qui est la suspicion, parce que quelqu'un veut faire du bien, bien, prenons le temps de le recevoir. Le problème, quand vous le dites vous-même, vous dites des gens qui se soustraient aux impôts, qui veulent se soustraire d'impôts et qui veulent aider, ils veulent choisir leur cause. On vient au principe du pauvre méritant. C'est qui je vais aider? Et puis là, au Québec, là, c'est des milliers et des milliers de fondations qui se sont créées au cours des dernières années. On a eu un bout de temps d'Église, mais maintenant, c'est quand on parle d'un État qui ne perçoit pas ses impôts parce qu'il y a des gens qui donnent à des fondations, et là, les fondations déterminent qui ils veulent bien aider. C'est le tronc commun, comment s'assurer, effectivement. Moi, j'entends Joanne Marcotte dire souvent l'universalité, puis aidons les plus pauvres, mais après avoir dit ça, comment s'assurer qu'on n'aura pas un panier percé? Je dirais, j'aimerais citer ici le grand intellectuel français Raymond Aron, qui disait « Le rôle véritable de l'État n'est pas nécessairement de lutter contre les inégalités, mais de lutter en toutes circonstances contre la misère. » Or, de ce point de vue, puis ensuite on peut nuancer, on peut croire qu'une lutte contre les inégalités, c'est pas insensé non plus, mais de ce point de vue, la lutte contre la misère, parce que c'est un véritable problème, les sociétés humaines occidentales sont sorties de la misère depuis environ 80 ans environ. C'est assez neuf quand même, comme cette sortie de la pauvreté radicale de plusieurs couches de la population. Mais l'État québécois, de ce point de vue, avec ses politiques de redistribution, pas toujours efficaces, je l'ai dit, mais qui ont cet horizon d'égalité, eh bien, l'État québécois remplit sa mission, au moins partiellement. Donc, de ce point de vue, il faut être, je dirais, minimalement indulgent vers notre État. Donc, ce principe plus général de justice sociale, de charité, on réussit à l'appliquer au Québec, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas mille et une réformes culturelles et politiques à faire. Joanne, on peut aussi applaudir la générosité de nos riches. Hein? Ah, bien sûr. Joanne, le bal La Jonquille qui ramasse plein d'argent pour le cancer. Et tout ça, c'est des gens qui sont très riches qui vont là et ils donnent de l'argent à des causes. Et heureusement qu'ils sont là pour donner de l'argent. Bravo! Bien, certain. Bravo! Il n'y a pas juste un milieu culturel où on doit encourager les fondations, puis les donations, puis des bibliothèques municipales et tout ça. C'est correct. Mais il y a autre chose aussi. Puis moi, regarde, plus qu'il y a de concurrence là-dedans, mieux c'est. Plus qu'il y a d'options, mieux c'est. Non, moi, je pense que là, Mme Marcotte, c'est justement la concurrence. Oui, c'est un mauvais mot. Non, mais dans l'aide humanitaire, moi, je vois les sociétés dans le sens où on veut faire le bien, mais on se concurrence, puis on essaie de l'arracher. Oxfam paye développement, puis etc. Moi, je pense qu'il doit plutôt avoir un travail de complémentarité. Je rejoins très bien Mathieu Bock-Côté quand il parle. C'est vrai, je veux dire qu'on est moins pire qu'ailleurs au Québec et que l'État a réussi jusqu'à un certain point le défi de sortir de la misère, mais évitons de l'amputer. Joanne, Mathieu, Régent Parent, merci beaucoup. On s'en va pour le meilleur pour le pays.